Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je suis enfin bien recalée dans mes vidéos, dans mes lectures. Voilà, c'est mes 2 dernières semaines de vacances, j'essaye d'en profiter mais d'être un tantinet productive. Je suis un peu triste à l'idée que c'est mes 2 dernières semaines de vacances. J'ai l'impression de vraiment pas les avoir vues passer. Et puis j'ai surtout l'impression que c'est un petit peu mes dernières vacances d'étudiante, puisque là je prends la route des stages juste avant de prêter serment et de rentrer définitivement dans le monde du travail. Donc voilà, je suis un petit peu déjà nostalgique, donc j'essaye de bien me recaler et de garder un rythme pour avoir une bonne lancée dès la rentrée. Mais voilà, c'est tout pour ce petit blabla introductif. Je suis plutôt contente de mon bilan de cette semaine. J'ai lu quand même pas mal de trucs, dont 3 mangas. Donc c'est plutôt un beau bilan. Il faut savoir que là c'est sur 1 semaine et demie parce que il y a 1 ou 2 livres que je vous avais pas présenté en fait au bon moment. Donc on commence tout de suite parce qu'il y a quand même de quoi faire. Après vous avoir saoulé un nombre incalculable de fois en vlog, en update, sur Instagram, partout, j'ai fini la trilogie des Arcanes d'Emra par Elina EC aux éditions Inceptio et oh mon Dieu. Vous allez finir par croire que je suis payée pour vous en parler, mais pas du tout. En fait, j'étais super intriguée par cette trilogie que j'ai vue chez Manon de la chaîne Vibration Littéraire qui en parlait avec beaucoup d'entrain, donc forcément ça m'a donné envie puisque je suis assez proche en fait à chaque fois des goûts de Manon, donc j'y vais un petit peu les yeux fermés et là j'ai eu raison parce que c'est un gros coup de cœur. Cette trilogie de A à Z, c'était un gros coup de cœur. Pour rappel, on suit Aline, qui est une jeune femme qui a la vingtaine d'années, je sais plus si elle a 24 ou 25 ans, enfin en tout cas dans ces eaux-là. Elle travaille comme infirmière libérale et elle vit dans un grand isolement. Elle a perdu ses parents assez jeunes dans un accident de voiture un peu inexpliqué et là elle a subi un gros choc puisqu'elle a perdu son frère dans un accident de voiture alors qu'elle était elle aussi dans la voiture. Elle a pu sortir de la voiture, elle ne se souvient pas mais son frère lui n'a pas survécu et depuis elle est suivie par un ami imaginaire qui est plus un fantôme et elle comprend pas trop ce qui lui arrive. Un beau jour il y a des hommes un peu bizarres qui sonnent à son cabinet et qui vont l'emmener pour lui faire à l'organisation. Donc l'organisation qui est un centre qui entraîne les singuliers, ces humains dotés d'un pouvoir un peu particulier qui ont la capacité d'aller dans les affres. Les affres, qu'est-ce que c'est? On est dans un monde où après la mort, eh bien, il y a en fait une espèce de bataille entre les anges et les anges noirs. Les anges noirs vont essayer d'aller piéger les âmes des humains qui viennent de décéder dans les affres, c'est leur terrain de jeu. Et ils vont les laisser coincés à l'intérieur avec des pièges qui sont souvent leur plus grande peur, leur plus grande phobie. Et du coup, eh bien, ça va accroître leur pouvoir. Les anges noirs sont responsables de grosses catastrophes. Ils se nourrissent de ça pour accroître leur pouvoir. Donc le rôle des singuliers, c'est d'aller dans les affres, d'affronter tout ça et de retrouver les âmes perdues pour les ramener à Emra, donc notre version, on va dire, du paradis. J'ai adoré cette trilogie parce que ça parle des anges, ça parle de tout ça. Et c'était trop bien parce que c'est fait, je trouve, avec énormément de modernité. Il n'y a pas du tout ce côté super ringard des anges. Les personnages sont tous badass. Il n'y a pas de clichés, voilà. Je trouve que c'est très actuel, c'est très réfléchi. Et en même temps, on est hyper ancré dans ce monde fantastique qui n'est pas du tout... pour moi, il n'est pas du tout improbable en fait. Les choses s'expliquent facilement. J'ai adoré le personnage d'Aline qu'on suit du coup sur les 3 tomes et qui est vraiment... je trouve une fille de son siècle qui sait ce qu'elle veut, qui a du caractère, qui renonce aux clichés, qui même les combat et qui est téméraire, qui a ses peurs, qui a ses failles. Enfin, j'ai trouvé qu'en fait aussi, ce qu'il y avait d'impressionnant dans cette trilogie, c'est que tous les personnages sont crédibles. Il y en a pas un qui est hyper badass. Enfin, à chaque fois, même s'il y a des apparences, on va dire qu'il y a toujours quelque chose de très réaliste, de très humain. Et je trouve que tout était génial, l'univers est incroyable, les histoires en fait, les couches d'histoire qu'on découvre petit à petit, à chaque fois on se dit mais non, mais d'où ça sort ça encore, mais en même temps tout tient la route. Et ce 3e tome pour moi, il a confirmé vraiment mon coup de cœur pour la trilogie parce que j'ai trouvé qu'elle avait fait les choix qui étaient nécessaires de faire.
Encore une fois, je peux difficilement vous parler de ce tome 3 sans vous spoiler toute la trilogie, mais moi j'ai trouvé que c'était génial parce que les personnages ont tracé leur destinée tout seuls. Il y a des choses où peut-être que le lecteur ou l'auteur aurait voulu « Oh bah ça aurait été bien de faire ci, ça aurait été bien de faire ça ». En fait, ça n'a pas été fait parce que tout a été fait vraiment en concordance totale et absolue avec la personnalité des personnages. La fin d'Aline, la fin de Lucas, la fin d'Alice et Guillaume, moi j'ai trouvé que c'était c'était eux en fait. J'ai trouvé que c'était ce qu'il fallait faire absolument. Et voilà, j'ai adoré. Et en plus de ça, la fin c'est vraiment épique. C'est épique et en même temps c'est pas non plus surréaliste. Enfin franchement, c'est difficile de vous parler d'un tome 3, voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire, mais en tout cas, si vous faites confiance un tant soit peu à mes avis, n'hésitez pas à aller regarder cette trilogie, à vous renseigner, à regarder si vous les avez en librairie. Il faut savoir qu'ils sont également sortis en poche à 9 €, mais pour moi c'est vraiment des pépites. C'est un petit joyau de la littérature fantastique française qui est trop méconnu encore et qui mérite sa chance parce que c'est un milieu qui change, qu'on voit pas souvent, c'est fait avec beaucoup de modernité, beaucoup d'adresse, beaucoup de finesse. Il y a une réflexion autour du bien, du mal, des anges, de tout ça qui est mais passionnante. Franchement, moi j'ai adoré voir ce qu'elle en a fait parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très très intelligent et qu'elle a pas pris forcément les directions les plus faciles à gérer, mais à chaque fois c'était fait vachement bien. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était une histoire fantastique, complexe, dans un univers riche avec des personnages qui sont réalistes et puis hyper bien construits. Donc n'hésitez pas, si tous les mots-clés ange, aventure, âme perdue, tout ça, ça vous tente, foncez parce que c'était comme ça. Alors, après les Arcanes d'Emra, j'ai un livre à vous présenter qui va être, je pense, la chronique la plus difficile que j'ai pu faire depuis le début de ma chaîne. C'est donc Les Chroniques de San Francisco de Armistide Maupin aux éditions 10-18. Pourquoi c'est difficile de vous en parler? Tout simplement parce que il n'y a pas vraiment d'histoire. En fait, on suit Marianne dans les années 70 qui quitte Cleveland pour aller donc à San Francisco, qui est un petit peu la ville avec une infinie des possibles, où elle se dit que elle va se détacher de ses parents, elle va grandir, elle va peut-être trouver quelqu'un, etc. Mais tout se passe pas forcément comme elle le voulait. Elle arrive dans une maison en fait dirigée par Madame Madrigal, qui est une femme un peu fantasque, qui pour cadeau d'accueil scotche un joint sur la porte des gens, et puis il y a plein d'individus qui sont tous un peu fêlés, tous un peu névrosés, mais tous très sympathiques, qui vont s'y retrouver. On a une thématique un peu commune de la recherche de l'amour, mais une recherche qui est un petit peu pathétique et assez drôle. Il y a toute cette communauté gay qui est très importante à San Francisco dans les années 70, donc on a un personnage, Michael, qui va traîner tous les autres personnages à chaque fois dans des soirées totalement improbables, genre la soirée rencontre au supermarché, enfin il y a vraiment des trucs qui sont improbables et qui sont très rigolos, mais en même temps il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire parce qu'en fait pour moi c'est plus une porte ouverte sur la société des années 70 plutôt qu'un réel roman avec un scénario, etc. En fait, chaque personnage a un petit peu son histoire et on est confronté à plein de choses. À l'homosexualité, à l'acceptation de ses origines, à l'émancipation, au regret, au mariage, aux mondanités. Enfin, en fait, ça traite de plein de sujets comme ça, un petit peu sociétal et en même temps... ouais, il n'y a pas une grosse intrigue. Il faut savoir en plus de ça que les chapitres sont très courts. Ils font à peu près 2-3 pages à chaque fois. Et à chaque fois, ça traite en fait un petit peu de quelque chose autour d'un personnage. Et chaque personnage a un petit peu son... comment dire, sa problématique clé. Et ouais, c'est presque en fait un livre de sociaux en fait, où on voit les personnages évoluer, pas forcément de la bonne manière, on voit chacun en fait ses problématiques et c'est hyper intéressant. Mais voilà, c'est pas un roman, je sais pas, comme Les Arcanes d'Emra par exemple, avec une intrigue, une histoire, et voilà, c'est plus en fait des petites bribes comme ça de choses, toujours dans le même contexte évidemment temporel et tout ça, mais
Ouais, mais après j'ai adoré. C'est pas vraiment un résumé par dépit que je fais. J'ai trouvé que c'était super bien, que c'était super drôle, c'était grinçant, c'était ironique, il y avait du sarcasme, il y avait vraiment tout ce que j'aime. Moi j'ai reconnu un petit côté un peu Woody Allen si vous appréciez ce genre de choses. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais c'est vrai, j'admets, il est difficile d'en parler parce que bah ça va vite et en même temps il y a plein de choses mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Je peux pas vous dire que les personnages ils sont allés d'un point A à un point B. Il s'est passé des choses, on en a discuté, on a vu les personnages évoluer mais voilà, il n'y a pas une véritable intrigue de fond. Mais en tout cas c'est génial, moi je pense que c'est vraiment une lecture à prendre, limite à laisser sur sa table de chevet et à lire 2-3 chapitres comme ça parce que c'est super drôle, c'est pinçant et moi voilà j'ai beaucoup aimé. Et j'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque les autres chroniques de San Francisco ou autres nouvelles de San Francisco. Je sais pas exactement si c'est la suite, c'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, j'ai adoré cette lecture et j'ai vu que les éditions 10-18 les avaient rééditées avec des super couvertures, parce que le mien, il était mais grave pourri quoi. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait le truc il a dû moisir dans un grenier quand je l'ai récupéré à Emmaüs. Mais en tout cas, c'était une super lecture qui change de mes lectures habituelles. Donc vraiment, c'était une bouffée d'air frais et j'ai beaucoup ri, donc n'hésitez pas à vous le procurer. J'ai lu le tome 2 de Deep Sea Aquarium Magmel aux éditions Vega et par Kiyomi Sugishita. Je vous avais parlé de ce manga parce que j'avais adoré le tome 1 que j'avais trouvé très doux, très contemplatif, où voilà ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était foncièrement beau, foncièrement doux, avec toujours une belle mélancolie en fait qui s'accompagnait. Le tome 2 est toujours en fait dans la même lignée. En fait, on suit, je suis désolée, je crois qu'il s'appelle Kotaro. Voilà, on suit Kotaro qui est un jeune balayeur dans cet aquarium en fait, dans les abysses et qui rêve d'être soigneur. En fait, il est attiré par le monde des abysses puisque son père, on comprend qu'il y a un truc avec le père, son père du coup était photographe dans les abysses et il photographiait les créatures marines. Donc lui voilà, il est très attaché à tout ça et si son seul moyen c'était d'être balayeur pour pouvoir travailler dans le Deep Sea Aquarium, et bien il a pris cette opportunité et petit à petit il va gagner un petit peu du terrain, se faire connaître du directeur et puis devenir assistant. Donc en fait on suit son évolution comme ça. Je me permets de le dire parce qu'il n'y a pas vraiment de spoil, il n'y a pas de grosse intrigue pour le moment. C'est juste des petits épisodes comme ça, ponctués toujours autour d'une créature en fait abyssale. Et ce qui est très rigolo, c'est que donc par chapitre, on étudie une créature en fait particulière. Et ensuite, eh bien, vous avez la petite fiche technique comme ça qui vous donne les indications sur les créatures. Moi je trouve ça super mignon, on apprend plein de choses et en même temps c'est beau, c'est joli, c'est doux. Donc voilà, moi c'est un manga vraiment doudou. Là j'ai vu qu'il y avait aussi le tome 3 qui était déjà sorti, donc peut-être que le 4 va sortir bientôt. Je sais pas du tout comment ça se passe en fait au niveau des parutions manga puisque ça fait que quelques temps que je m'y intéresse, mais je vais essayer d'être voilà, d'actualiser tout ça, de lire le tome 3 pour être prête quand le tome 4 sortira. 1000 ans après tout le monde, j'ai lu le premier tome de The Promised Neverland aux éditions Kazé par au scénario donc Kayu Shirai et au dessin Posuka Demizu. Honnêtement, je sais pas s'il est vraiment nécessaire de présenter ce manga, je pense qu'on l'a vu partout, de chez partout, mais bizarrement, moi en fait, vu que je le voyais partout, j'ai jamais pris la peine de lire vraiment un résumé. Donc je me suis lancée dedans sans trop savoir en fait de quoi ça parlait et ça a été un véritable coup de cœur. J'ai compris toute la vibe qu'il y avait autour de ce manga et depuis j'ai juste envie de lire la suite. C'est ma copine Anaïs qui me l'a prêté et franchement je suis trop à fond. Là j'ai vu qu'il y avait le tome 15 je crois qui est sorti, donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre d'avoir une rentrée d'argent et je vais essayer de me trouver un lot sur le Bon Coin ou quoi que ce soit pour pouvoir tout lire et puis tout avoir parce que c'est trop bien. En fait on suit comment elle s'appelle, Gracefield House, qui est un orphelinat, donc il y a plein d'enfants qui vivent là-bas, on sait pas trop comment ils entrent, voilà, il y a quand même un petit flou par rapport à ça, et on suit surtout Emma, Norman et Ray, qui sont les plus âgés, ils ont à peu près 13 ans je crois, et ils nous expliquent comment fonctionne en fait cette maison autour de leur maman, qui est la directrice on va dire de l'orphelinat, mais qui a une place très importante en fait dans leur vie, puisque c'est celle qui apprend, c'est celle qui instruit, c'est celle qui câline, c'est celle qui donne de l'affection même si c'est pas leur vraie mère, et tout semble aller pour le mieux à Gracefield House.
Un beau jour, une des enfants doit partir puisqu'elle s'est fait adopter du coup par une famille. Malheureusement, elle oublie son doudou. Emma et Norman vont essayer d'aller lui redonner et quand ils vont arriver vers la calèche, ils vont se rendre compte de quelque chose d'absolument abominable qu'ils n'avaient jamais envisagé et pu penser une seule seconde. Et là, ils se rendent compte que ce n'est peut-être pas un orphelinat, mais plutôt un centre d'abattage et qu'ils sont du bétail. Ils se rendent compte de plein de choses, pourquoi est-ce qu'ils font des tests cérébraux, pourquoi ils ont des tatouages dans le cou avec un numéro, pourquoi il y a des grillages, est-ce qu'on peut vraiment sortir de cet orphelinat et qui est leur maman qui a l'air de pouvoir les pister n'importe où et est-ce que vraiment elle est consciente de tout ça. Voilà, c'est hyper glauque, mais en même temps, je sais pas comment dire, mais moi ça me rappelle beaucoup les histoires de Tim Burton, je trouve, avec un côté un petit peu glauque, un petit peu morbide, mais en même temps un truc un peu fantastique, un peu merveilleux, enfin voilà. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était vraiment dans mes repères, dans les choses que j'aime en fait, en littérature. Il n'y a pas de truc trop, enfin voilà, il y a un truc un peu glauque, mais c'est pas dégueu, et je trouve que le manga, pour le coup, le trait de crayon est vraiment très beau. Il y a des planches qui sont vraiment très jolies. Alors je trouve qu'il y a des fois c'est chargé et c'est surtout moi mon problème en fait, c'est que des fois à vouloir mettre trop de texte, c'est écrit en minuscule et même avec mes lunettes, parce que vous ne voyez pas mais je porte des lunettes, même avec mes lunettes j'arrivais pas à lire. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça, mais vraiment j'aime beaucoup l'ambiance. En plus moi j'aime bien l'espèce de huis clos dans des orphelinats avec beaucoup de troupes d'enfants et puis l'entraide avec les enfants, je trouve ça super intéressant. Mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture et je vous dis, j'ai juste hâte de continuer. Donc si jamais vous étiez comme moi à vous dire pourquoi tout le monde parle de ce manga, est-ce que ça vaut le coup? La réponse c'est oui. N'hésitez pas à l'acheter, je crois qu'ils sont à 6 ou 7 euros, je sais plus. Enfin, ils sont pas excessivement chers. Et en plus de ça, vous en trouvez plein d'occasions. Donc n'hésitez pas à regarder parce que franchement, ça vaut la peine. J'ai également lu Eden de Monica Sabolo aux éditions Gallimard dans leur collection NRF. Je sais pas trop quoi dire non plus de cette lecture à vrai dire parce que je reste toujours dans cette phase où j'essaye de faire tourner l'histoire dans ma tête pour voir ce que j'ai loupé, ce que j'ai pas compris, si je dois faire une deuxième lecture ou pas. Je suis un petit peu perdue avec ce roman. Dans ce roman, on va suivre Nita qui est une adolescente dans une ville avec une certaine importance de la forêt qui en fait a pas énormément d'amis. Elle est copine avec une fille un peu bizarre, un petit peu boulotte qui a perdu son père et qui va se réfugier avec, je crois, c'est une chouette ou un hibou qu'elle va appeler Beyoncé. Elle va avoir une relation un petit peu, on va dire, de projection avec cet oiseau. Et puis Nita, elle va être absolument fascinée par Lucie, qui est une adolescente qui est beaucoup dans la séduction. Elle arrive au lycée, elle change ses vêtements parce que son père est apparemment très protecteur et puis elle met des vêtements assez moulants, assez séducteurs et puis elle a un comportement un peu bizarre, elle se laisse plotter par les mecs et en même temps on ne sait pas si elle le cherche ou si elle déteste ça. Enfin voilà, on sent que cette fille déjà a un problème avec le rapport avec son corps et sa sexualité et un beau jour Lucie va disparaître dans la forêt et être retrouvée nue et ensanglantée. Elle a été violée et depuis elle a un tel traumatisme qu'elle ne peut plus parler à part proférer des phrases un petit peu bizarres et énigmatiques sur la forêt, ce qui se passe. Et à côté de ça, on va avoir diverses attaques sur des hommes de la ville qui vont être lacérés, griffés, grignotés par une créature dont on ne sait pas si elle est humaine, animale ou pas, enfin des choses un petit peu bizarres. Donc voilà à peu près les trucs qui se passent, mais franchement je reste perdue parce que je sais pas s'il y avait trop ou pas assez de choses. Par exemple au niveau de la ville, on nous dit que la forêt elle est menacée de destruction, tout ça, mais on sait pas quoi, on sait pas ce qui se passe, on sait pas où on est, on n'a pas assez de descriptions pour nous expliquer dans quel genre de société on est, donc honnêtement j'ai aucun repère temporel ou géographique dans cette histoire. Je sais pas, honnêtement je sais pas, j'arrivais à rien visualiser dans ma tête. J'ai pas compris Nita. Nita vraiment elle a une psychologie qui est absolument improbable, elle se fascine pour une fille qu'elle n'a jamais parlé, ce qui peut arriver hein, mais en même temps
elle en a rien à faire d'un autre côté. Enfin, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Je comprends pas. Il y a ce côté sororité qui est très important, il y a cette leçon sur les femmes qui reprennent le pouvoir et qui se vengent elles-mêmes parce que la société ne les aide pas à réparer et à venger les crimes, les viols qui peuvent être faits sur des jeunes filles, etc. par les hommes. Mais en même temps c'était bizarre, en même temps c'était un peu bizarre la manière dont c'était fait, j'ai trouvé que ça avait pas trop de sens. Vraiment le personnage de Nita qui s'allie à une cause, on sait même pas pourquoi, enfin... C'était très flou et en fait au début moi le résumé m'avait vraiment donné envie. Il y a voilà cette jeune fille qui sort de la forêt nue et on dit non c'est peut-être un esprit de la forêt, donc je pensais qu'il allait avoir quelque chose comme ça et en fait en même temps on a voulu mettre beaucoup d'images, beaucoup de parallèles avec une espèce de mythologie autour de la forêt, des esprits de la forêt, des créatures, un truc un peu d'esprit, un peu un truc un peu mystique. Et en même temps, c'était pas assez développé pour qu'on comprenne. Enfin, je sais pas. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment, je pense, la bonne personne pour aller dans l'interprétation, pour essayer de comprendre les parallèles, les messages cachés, les choses que ça peut représenter. Mais là, j'ai trouvé que c'était trop fouillis, ça avait pas de sens. Enfin, en même temps, j'étais assez hypnotisée par cette lecture parce que je cherchais vraiment la clé de compréhension de ce qu'avait voulu faire l'auteur et en même temps je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai refermé le livre en me disant bah je sais pas s'il faut que je refasse une deuxième lecture, que je lise peut-être le mot de l'auteur, enfin d'ailleurs il n'y en avait pas, mais quelque chose qui m'explique, enfin je sais pas si c'était trop passé, je sais pas si l'articulation était pas bonne, enfin franchement c'est une lecture qui me fait parler parce que j'ai pas réussi à la comprendre, ou en tout cas ce que je pense avoir compris c'est peut-être pas ça du tout, mais il m'a manqué quelque chose. Je pense que les deux pouvaient s'articuler très bien, mais il manquait des trucs, il manquait des descriptions déjà sur la ville et tout ça, parce que je pense qu'on peut pas dire oui c'est une ville très marquée par les esprits et la forêt, et en même temps avoir aucune indication de ça, parce qu'on est dans une société qui est hyper moderne, et il y avait aucune trace, il y avait vraiment aucune trace pour moi de cette forêt, et pourtant la forêt, c'est presque le point clé central de tout le roman, mais il y a rien autour de ça, donc vraiment ça m'a... Je sais pas trop quoi en penser en fait. Enfin, j'ai lu le deuxième tome donc de La Petite Faiseuse de Livres aux éditions Ototo. Donc c'est un shonen et c'est par Suzuka et Miya Kazuki. Je vous en avais parlé déjà, je crois que c'était au début de l'été. J'avais adoré ce petit manga trop mignon où en fait on suit, comment elle s'appelle, c'est Mayan, j'oublie toujours son nom. Ah bah oui, bah, s'il n'est pas du tout dans la quatrième de couverture aussi. Bon, je crois que c'est Mayan, mais j'ai peut-être dit une bêtise. Oui, j'ai dit une bêtise, elle s'appelle Maïn. Donc on suit Maïn qui est la réincarnation en fait d'une étudiante qui, dans notre vie présente, était une vraie bibliophile qui passait ses journées à lire, à acheter des bouquins et à ranger ses bouquins. Et un jour, elle va du coup décéder sous un écroulement de livres et se réincarner dans Maïn, donc une petite fille qui souffre d'une maladie. On ne sait pas trop ce qu'elle a, mais en tout cas on sait qu'elle est très faible. Et c'est dans une société où les livres n'existent pas, où il doit exister un livre, on va dire, dans leur pays ou dans le monde qui sont réservés en fait à une élite parce que ça coûte très très cher. La plupart sont illettrés et donc elle ne peut pas vivre dans un tel monde. Donc elle se met en quête de fabriquer des livres et donc de les créer elle-même et de les apporter, d'apprendre à lire, etc., etc. Ça devient son but dans la vie. Forcément, c'est plus difficile parce que sa famille n'a pas de moyens, on a l'impression d'être dans une société un petit peu moyenâgeuse, hein, avec la conservation des aliments, les moyens qui sont à disposition. Donc c'est pas hyper pratique pour Maïn, et puis en plus de ça, elle souffre de ses problèmes de santé, ses parents la laissent pas faire grand chose, etc., etc. Ça casse pas trois pattes à un canard encore une fois, mais moi j'adore cette série que je trouve hyper doudou, ce petit bout de truc là qui veut aller récupérer soit de l'argile pour faire des plaques comme en Mésopotamie, ou qui essayait de faire du papyrus ou ces choses là. Je trouve que c'est adorable, que c'est hyper rigolo, et en plus de ça on explore aussi toute la technique des livres, hein, parce que du coup on a vu le papyrus, là on voit les tablettes d'argile, et en fait à chaque fois elle va se lancer dans chaque tome dans la fabrication de l'une ou l'autre des techniques, donc c'est assez rigolo parce qu'en fait on voit toute l'évolution déjà qu'il y a eu dans l'histoire. Et en plus de ça, voilà, c'est assez doudou. Alors le personnage est un petit peu capricieux, mais en même temps, moi je me dis c'est un peu le jeu parce que c'est un enfant.
en fait c'est un adulte dans un corps d'enfant qui avait l'habitude de faire des choses qui peut plus les faire, qui est dans une société qui n'est pas la même, donc je peux comprendre voilà des fois l'agacement de Maïne qui peut être un peu insupportable parce que, enfin pas insupportable mais un petit peu agaçant parce que forcément c'est accentué dans le manga et tout ça avec les dessins hyper kawaii, les énervements et tout ça, mais en même temps moi j'adore, je trouve qu'à chaque fois c'est vraiment une lecture plaisir à lire le dimanche, vraiment dans le lit tranquille, donc j'étais contente de continuer. Il me reste le tome 3 du coup juste ici et je pense que je serai à jour, donc je sais pas s'il y en a un qui va sortir prochainement, mais en tout cas j'apprécie beaucoup cette petite saga doudou qui est vraiment mignonne et puis divertissante. Voilà, c'est tout pour mes lectures de la semaine et demie qui vient de passer. Du coup, je suis à jour et je vais pouvoir vous faire des updates hebdomadaires avec un petit peu moins de livres et donc plus rapide à visionner. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez envie de lire, si certains vous les avez aimés, vous n'avez pas aimés, comme ça on papote en commentaire. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.